Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui mercredi 13 avril pour entamer le dernier chapitre de notre année sur échantillonnage et prise de décision. Alors vous voyez l'intitulé de ce chapitre, intervalle de fluctuation, prise de décision. Vous pourriez dire, mais c'est exactement ce qu'on a fait lundi dernier avec la loi binomiale, les coefficients K1, K2, etc. Et vous auriez raison. Puisque en fait, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on va voir une autre méthode, une autre formule pour calculer les intervalles de fluctuation. Vous avez remarqué que l'usage de la calculatrice pour trouver K1 et K2, si on a de grands effectifs, c'est pas pratique. C'est lent, le calcul avec la loi binomiale n'est vraiment pas commode. Eh bien, en fait, nous allons trouver une autre méthode qui va se baser sur la loi normale. Puisque nous avons vu que quand on a un grand nombre d'effectifs, ça tombe bien, eh bien la loi binomiale pouvait être approchée par une loi normale. On va se servir de cette approximation. Alors bien entendu, ça ne sera pas valable quand on a de petits effectifs. Ce sera sur de grands effectifs. Qu'est-ce que j'appelle un grand effectif? On prendra au moins 30 individus. Donc sur des échantillons de plus de 30 individus avec certaines conditions. Voilà, donc nous commençons le théorème 1. Alors ici, on vous dit donc soit x indice n, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Je vous rappelle que n, ça représente la taille de votre échantillon, le nombre d'individus. Je vous rappelle aussi dans ce théorème que pour tout alpha compris entre 0 et 1, on a défini le réel U alpha de la manière suivante. Pour Y qui suit une loi normale centrée réduite, U alpha est le réel tel que la probabilité que Y soit compris entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Je vous invite à reprendre le cours sur la loi normale centrée réduite. On a appris à calculer des valeurs de U alpha, certaines qu'il fallait retenir par cœur, pour alpha qui fait 5%. C'est pas pour rien, hein, 5%, ça doit vous rappeler ce qu'on a fait lundi, ou 1%. Voilà. Alors, on vous définit donc l'intervalle suivant, IN, qui est égal à P moins U alpha, racine carrée de P1 moins P sur racine de N, P plus U alpha, racine de P1 moins P sur racine de N. Eh bien, cet intervalle, IN, il va jouer le rôle de notre intervalle de fluctuation. Alors pourquoi? Ce n'est pas exactement l'intervalle de fluctuation exact. C'est une approximation de l'intervalle de fluctuation au sens de la binomiale. Donc, on va écrire que la limite, alors j'ai oublié ici, vous ajoutez quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité que xn sur n appartienne à cet intervalle in, eh bien cette probabilité, elle est égale à la probabilité que y soit compris entre moins u de alpha, elle est égale à 1 moins alpha. Donc xn sur n, en fait ça va représenter, donc je vous rappelle que xn c'est le nombre d'individus dans mon échantillon qui vérifie une condition, hein, et n c'est la taille de votre échantillon. Donc ça, en fait, c'est la fréquence que vous allez observer sur votre échantillon. D'accord? Donc, la probabilité que cette fréquence observée appartienne à cet intervalle, elle est égale à 1 moins alpha. Alors, effectivement, quand on va prendre pour alpha 5%, 1 moins 5%, ça va faire 95%. On va avoir l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Voilà, la démonstration ROC, je vous en dispense. Elle est dans le document. Ceux qui ont envie de la voir, vous la lisez. Elle fait appel au théorème de Moivre-Laplace. Mais là, cette année, franchement, je ne vais pas la faire à distance. Donc, définition. L'intervalle, bien P moins U de alpha, racine de P, 1 moins P sur racine de N, P plus U de alpha, racine de P, 1 moins P sur racine de N, sera appelé intervalle de fluctuation asymptotique. Alors pourquoi asymptotique? Parce que c'est une limite quand n tend vers plus l'infini. Donc ça va être une approximation de l'intervalle de fluctuation de la loi binomiale avec K1, K2, quand on a un grand nombre
d'individus dans votre échantillon. On ne fera jamais ça en dessous de 30 individus. Mais plus vous aurez d'individus, et plus ça va être précis. C'est une méthode qu'on utilise souvent pour 1000 individus, 2000 individus, quand la loi binomiale devient très pénible à l'usage. Voilà. Bien. Donc c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique, voilà, parce que c'est une limite, au seuil 1 moins alpha. Voilà. Alors si on prend pour alpha 5%, ça sera au seuil 95%. De la variable aléatoire f indice n, des fréquences de succès dans un échantillon. En gros, c'est la probabilité que... c'est la fréquence observée des individus dans l'échantillon qui réalisent une condition. Par exemple, dans l'exemple commenté que j'ai donné lundi dernier sur la loi binomiale, il y avait une entreprise qui indiquait que 80% de ses clients sont satisfaits. Eh bien, c'était la fréquence observée sur l'échantillon des clients, effectivement, qui était satisfait. Voilà. Donc, alors, remarque importante, cette approximation, elle est valable uniquement quand la taille de l'échantillon est plus grande que 30, mais ça ne suffit pas. Il faut que n fois p soit plus grand que 5 et n fois 1 moins p soit aussi plus grand que 5. Donc, chaque fois que vous allez utiliser cette formule-là à la place de K1, K2, il va falloir vérifier ces trois conditions. Alors, ça ne veut pas dire que la formule, elle est valable pour n égale 30 et qu'elle n'est pas valable pour n égale 29, en fait. C'est un problème d'approximation. C'est que, en dessous de 30, on considère que la marge d'erreur est trop importante. Et évidemment, ça sera encore plus précis si vous avez un échantillon de taille 100. Voilà. Alors, les valeurs de U de alpha, il faut les connaître par cœur. En l'occurrence, quand on prend pour alpha 5%, eh bien, U de alpha, ça fait 1,96. Ça veut dire que l'intervalle de fluctuation, qui est celui que nous utiliserons le plus souvent cette année, qui est presque terminée, donc ça va être en remplaçant U de alpha par 1,96. Donc la formule qu'il faut retenir par cœur, en fait, c'est cette formule-là, qui vous donne l'intervalle de fluctuation sans chercher K1, K2 sur la calculatrice. Alors honnêtement, vous aurez toujours moyen de chercher K1, K2, sauf si vraiment dans l'énoncé, on vous demande l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors là, on n'aura pas le choix, il faudra citer cette formule qu'il faut connaître par cœur. En théorie, mais bon, je parle toujours comme si vous aviez passé le bac. Mais quand vous n'allez pas passer le bac, gardez-la dans un coin de votre cours, voilà. Et voilà, donc P, bien entendu, c'est la probabilité d'obtenir le caractère dans l'échantillon. Par exemple, dans l'exemple de mon entreprise, ça serait 80% P. Voilà. Bien, alors la démonstration ROC, je passe. Donc, on va s'arrêter là, le cours pour aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous demander simplement de faire, c'est de faire des exercices comme lundi dernier, où on va faire de l'aide à la décision, de l'aide au choix. Et en fait, ces exercices, nous allons les faire avec l'intervalle de fluctuation asymptotique plutôt que K1, K2. Alors, je passe la démonstration ROC que vous pourrez lire. Donc, j'ai fait quand même un petit topo ici, donc propriété 2. Sur un échantillon de taille n, on observe une fréquence observée, donc une fréquence d'apparition de ce caractère qu'on note f. Moi, vous remarquez que dans les exercices, je l'appelle f obs. Bien. Alors, si l'effectif est plus grand que 30 dans votre échantillon et np plus grand que 5 et n1-p plus grand que 5, alors l'intervalle de fluctuation est égal à ça, à savoir par cœur. Si on utilise l'intervalle de fluctuation de la loi binomiale, bien entendu, c'est K1 sur n, K2 sur n. Eh bien, ce qu'on a vu dans les exercices lundi dernier, c'est que si la fréquence observée est dans l'intervalle I, on ne peut pas rejeter l'hypothèse P avec moins de 5% d'erreur, donc on l'accepte. Et si la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, on peut rejeter l'hypothèse avec maximum 5% de risque d'erreur, c'est-à-dire de rejeter l'hypothèse, de dire que c'est faux, à tort, alors que c'est vrai en réalité. Voilà, alors il faut connaître aussi l'intervalle de fluctuation au seuil de 99%, parce que par exemple, les élèves qui vont faire médecine, on utilise beaucoup plus ce seuil de fluctuation-là. Donc U001, on l'avait calculé aussi dans le chapitre sur la loi normale, je vous laisse revoir la démonstration, c'est 2,58. Donc c'est la même formule que cette formule-là, sauf que vous remplacerez 1,96 par 2,58.
Voilà, donc un petit récapitulatif des différents intervalles de fluctuation que vous avez appris. En seconde, vous avez fait cet intervalle-là, quand on a un échantillon de plus de 25. Celui-là, on l'utilisera pratiquement plus. En première, vous avez vu l'intervalle de fluctuation au sens de la binomiale, avec K1, K2. C'est le plus précis de tous, mais il est pénible à utiliser quand on a un grand N, des échantillons nombreux. Et en terminale, vous avez vu l'intervalle de fluctuation par l'approximation de la loi binomiale par la loi normale, qui est très pratique quand on a un grand nombre d'individus dans notre échantillon. Voilà, donc on s'arrête là. Je vous laisse faire maintenant les exercices du jour et on se retrouve demain pour la suite.